Bonsoir, donc Renouveau médiéval ce soir a le grand plaisir d'accueillir Fabien Régnier. Fabien Régnier, bonsoir, qui est directeur de publication de la revue Keltia, que je ne sais pas si on la voit un petit peu sur la table qui est ici, et donc qui a pour vocation, je pense, de promouvoir la culture et le patrimoine celtique. Voilà. À la fois en Europe et ce que vous appelez dans le Nouveau Monde, oui, bien sûr, parce qu'il y a une diaspora celtique un peu partout, absolument, oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à cette revue? Enfin, j'ai vu que vous avez, vous dites avoir acquis très tôt la conscience celtique en Irlande dans les années 70. Voilà, c'est ça, effectivement, et ensuite, ça m'a conduit donc à faire de l'archéologie, à suivre les cours des professeurs Crouta et Duval, la 4e section des hautes études à la Sorbonne, et puis progressivement donc de me spécialiser finalement dans cette voie-là, et également de travailler sur le plan associatif également, et avec des milieux festivaliers, etc. Donc ne me limitant pas à l'aspect uniquement scientifique, mais également à l'aspect festif, à la créativité, parce qu'il y a beaucoup d'artisans aussi. Et donc c'est une matière très riche, très passionnante et très variée finalement. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui a réveillé en Irlande? Enfin, le terreau est bien propice évidemment, sans doute, mais qu'est-ce qui a réveillé votre âme celtique à ce moment-là? Alors c'est le fait que c'est en Irlande que j'ai découvert finalement tout un pan absolument fondamental de notre culture, de notre patrimoine, qui n'était pas enseigné ici. Il l'est à peine plus aujourd'hui, 40 ans plus tard, et qui était en fait quasiment totalement occulté. Et je me suis aperçu que finalement, aussi bien les personnes que je fréquentais que moi-même, nous étions beaucoup plus calés sur des civilisations égyptiennes, aztèques, mayas, civilisations de l'Indus, etc., que sur finalement notre patrimoine, celui qui expliquait, bien entendu, la toponymie de nos pays, mais aussi également notre folklore, nos traditions, nos contes, nos légendes, etc., etc. Et donc ça a été une découverte parce que les Irlandais, contrairement aux autres terroirs d'Europe, aux autres terroirs de l'ancien monde celtique, les Irlandais qui avaient été, comme les autres, opprimés et frustrés de leur indépendance, étaient parvenus au terme d'un long combat, qui est bien connu, multiséculaire, à reprendre leur indépendance, et c'était en fin de compte le premier pays celte qui, historiquement, avait été parvenu à reprendre son indépendance, c'est-à-dire finalement à se donner des moyens d'État pour soutenir cette culture qui partout ailleurs était occultée, piétinée, méprisée. Et donc, c'est ce qui explique le rôle fondamental de l'Irlande dans ce renouveau, que ce soit sur le plan musical, sur le plan des arts graphiques, etc., qui est fondamental et qui a fait tache d'huile finalement. Et donc, je suis de ce point de vue finalement un digne fils, disons, de cette culture irlandaise indirectement finalement, comme beaucoup d'entre nous, puisque il faut s'imaginer ça à la manière de cercles concentriques qui, à partir de l'Irlande, ont commencé à essaimer ce renouveau au Pays de Galles. Les Écossais s'y sont mis ensuite parce qu'ils avaient aussi beaucoup perdu, et puis évidemment de la Bretagne, etc. Donc c'est d'abord les conservatoires de la culture celtique qui ont acquis une nouvelle fierté, alors que jusqu'alors ils étaient piétinés, ils avaient même honte d'ailleurs de leurs racines. Et puis progressivement d'autres régions sont venues, à l'imitation de celle-là, à s'éveiller à tout cela, et à la faveur du développement d'un certain nombre de sciences, comme l'archéologie ou d'autres, finalement sont venus à se rendre compte que leur patrimoine, finalement, ne s'expliquait aussi que par ce substrat celtique.
Alors une fois qu'on découvre ça, on ne peut plus faire comme si on ne le savait pas et on est obligé finalement de continuer dans cette voie. Voilà. Et alors c'est vrai que ça peut paraître curieux entre guillemets. Jusqu'à présent, j'ai traité des thèmes médiévaux puisque l'émission s'appelle Renouveau médiéval. Donc là, je veux dire, c'est la primeur avec vous. On remonte un petit peu dans les siècles avec la période celtique. Et justement, vous vouliez nous expliquer ou nous raconter justement l'origine peu connue celtique des thèmes et des légendes qui ont parcouru les siècles, et évidemment ceux qui ont intéressé le Moyen-Âge. Bien sûr, oui. Et donc, quels sont ces thèmes que vous voulez évoquer et quels sont-ils? Oui, alors, les passerelles qui existent entre le monde celtique, disons, ou plutôt la civilisation celtique, à l'époque de son apogée, et le Moyen-Âge, sont multiples. Alors, entre autres, effectivement, il y a les contes, les légendes, qui ont joué un rôle fondamental au Moyen-Âge, finalement. Ce qu'on a tendance à appeler un peu facilement l'imaginaire, finalement, notamment ce terme est développé à propos de la matière arthurienne. Mais en fait, ça n'est imaginaire que si on se place dans un contexte chrétien, donc celui qui est dominant effectivement au Moyen-Âge, et si on cherche, si on gratte, au-delà de ce vernis, si on gratte un petit peu plus avant, on trouve effectivement une matière extrêmement riche qui est à l'origine des principaux thèmes légendaires, mais aussi de la matière arthurienne, et qui est du domaine celtique. Je veux même plus loin. Ça n'est pas n'importe quoi au niveau du domaine celtique, ça n'est pas simplement une survivance culturelle, c'est une survivance cultuelle. Parce que c'est finalement les fondements de la religion qui finalement servait de ciment aux populations celtiques et de mémoire collective en même temps, puisque cette religion était un peu particulière, elle avait cet aspect-là, entre autres. C'est cette religion qui explique, et ça on retrouve absolument tous les thèmes fondamentaux dans cette religion-là, qui explique l'essentiel des légendes, des contes et aussi de la matière arthurienne. Le reste n'est que broderie qui est venue plus tard parce que, effectivement, de compilation en compilation, la matière arthurienne s'est peu à peu éloignée de ce modèle initial, étant donné qu'on se trouvait là, à l'époque, on se trouvait dans un milieu qui avait tout oublié de sa racine celtique, à telle enseigne que, par exemple, si vous prenez des mots bien connus aujourd'hui, comme Excalibur, par exemple, qui est emblématique, au Moyen-Âge, on lui donnait une origine hébraïque. Bon, et tout était comme ça. Les Britons, donc les populations dont faisait partie Arthur, finalement, qui ont résisté à l'invasion saxonne, les Britons se croyaient descendants de Troyens. Vous voyez, et tout était comme ça, c'est-à-dire tout avait été passé à la moulinette. Et que ce soit par rapport au monde gréco-latin, finalement, qui était la seule référence écrite pré-chrétienne, ou ensuite au texte biblique, qui était la référence obligée par rapport à l'idéologie dominante de l'époque. Et comment vous expliquez qu'on ait voulu balayer un petit peu toutes ces origines pas très catholiques, si on peut appeler ça comme ça? Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a deux essentiellement qui se dégagent, qui sont les plus importantes, je crois. La première raison, c'est l'effacement de cette ancienne religion par les Romains, à l'époque de la conquête romaine. Bon, il faut quand même pas oublier que la Grande-Bretagne, tout au moins le sud de la Grande-Bretagne, puisque l'Écosse n'a jamais été conquise par les Romains, mais enfin le reste, ce qu'on a appelé la province de Britannia, faisait partie de l'Empire romain, et bien entendu plus encore pour la Gaule et pour d'autres territoires continentaux. Et dans tous ces endroits-là, dans tous ces pays, les Romains se sont attachés, contrairement à ce qu'on dit, à détruire systématiquement les fondements de cette religion qui était là, pour des raisons d'ailleurs tout à fait logiques. C'est que cette religion concernait non seulement un aspect important qui était la relation entre l'homme et le divin, etc., bien entendu, mais elle concernait également le droit, la jurisprudence donc de cette époque, la mémoire collective, etc., etc. Et donc, évidemment, le conquérant, dans la mesure où il comptait rester établi durablement et refaçonner ces pays-là à la manière dont il le souhaitait, le conquérant ne pouvait pas accepter de maintenir en place une religion, une spiritualité qui lui échappait complètement, qui échappait à son contrôle et qui était derrière la plupart des soulèvements, des révoltes,
Qui plus est, le droit celtique s'opposait complètement au droit romain. Et donc, pour imposer le droit romain, c'est-à-dire le cadastre et l'impôt, il fallait absolument détruire les structures claniques de la propriété indivise du sol, qui était un des fondements du droit celtique. Donc, l'Empire romain s'est acharné partout à détruire cette religion-là. Alors, évidemment, ce qui fausse cette image, ce qui fausse tout cela, c'est le fait que, pour des raisons de commodité, Rome a intégré à son panthéon un certain nombre de divinités locales en leur donnant des fonctions, des attributs, voire des noms même, qui correspondaient au panthéon romain. Et donc, vous avez des exemples précis? Oui, bien sûr. Par exemple, Lugh, qui est un dieu fondamental du panthéon celtique, est rebaptisé en Mercure et calqué sur Mercure. Et on en a beaucoup comme ça, on en a beaucoup. Donc là, c'est quelque chose qui fausse effectivement la vue, mais c'est une chose normale. Dans toutes les civilisations, et au cours de l'histoire, l'exemple s'est présenté fréquemment, les religions qui prennent la place d'une autre, non seulement font en sorte d'effacer la précédente, mais sachant que le public, disons, reste fidèle à un certain nombre de conceptions, les récupère, ces conceptions-là, dans ce qu'elles ont de moins gênant pour elles, et pour éviter toute remise en question, utilise finalement les noms de ces principes divins, même sous la forme de saints. Par exemple, dans le christianisme, on réutilise un certain nombre de divinités sous la forme de saints, et on les intègre finalement au nouveau panthéon, sans que ça soit gênant. De la même manière, les lieux sacrés subissent la même transformation. Vous avez des exemples nombreux de tertres sacrés qui étaient vénérés non seulement à l'époque celtique, mais même antérieurement, et qui, à l'époque de la christianisation, il y a eu des interdits pour les célébrations de fêtes à ces endroits-là, parce qu'effectivement ça portait ombrage à la nouvelle religion, et voyant que les gens nuitamment et secrètement continuaient à honorer ces lieux, on a fini par y construire une chapelle. De la sorte, les gens venaient toujours, mais pour d'autres raisons, dans un autre contexte. Donc c'est un exemple qui se produit, qui existe non seulement pour les thèmes cultuels, religieux, etc., mais aussi pour les édifices, pour les lieux, etc. C'est classique. Alors ça, c'est la première raison qui a fait que le druidisme, après son interdiction par l'empereur Claude, a été systématiquement détruit. Les druides ont été brûlés vifs, les sanctuaires ont été anéantis. Les lieux, par exemple, comme Coligny, où on a trouvé les plaques du calendrier sacré, les lieux où se calculait le temps sacré, où les lieux de formation ont été systématiquement détruits. On a le cas aussi à l'île d'Anglesey, au nord du Pays de Galles, qui était l'un des plus grands lieux saints de toute l'Europe celtique, et où les druides organisaient des choses importantes, qui se répandaient ensuite sur l'ensemble du monde celtique, qui avaient des répercussions sur le monde celtique tout entier. Et bien là, effectivement, il y a eu une campagne militaire romaine, non pas pour détruire un ennemi militaire, mais exclusivement pour anéantir le lieu d'où partait finalement cette conscience collective, les mots d'ordre aussi de soulèvement, et cet attachement à des traditions anciennes qui permettaient aux Celtes de conserver leur mémoire, parce que le druidisme enseignait cette mémoire commune à tous les peuples celtes. Les Celtes n'ont jamais formé un empire, c'était des populations qui étaient tout à fait réfractaires à la notion étatique, à plus forte raison d'impérialisme évidemment, mais en revanche, ils ont toujours eu conscience d'une origine commune. Et cette origine commune leur était enseignée finalement par cette religion. Donc voilà. Je vous coupe, pardon. Ce que vous appelez cette religion, quels sont les fondamentaux, les basiques Alors les fondamentaux de cette religion, c'est ce qu'on appelle, par un raccourci qu'on connaît bien, la religion druidique. La religion druidique, c'est quelque chose d'assez multiforme finalement, qui ne se résume pas à un simple dogme, etc. Mais alors Guyonvar et Leroux, par exemple, et beaucoup d'autres ont savamment étudié cette religion. Ils l'ont étudiée sous tous ses aspects, étant entendu qu'ils n'ont pu le faire qu'à partir de matière écrite. Or, on est là dans une tradition qui est orale. La religion druidique est orale, est fondée sur l'oralité. Alors, il était donc effectivement très difficile de l'appréhender, puisque, bien sûr, 20 siècles après, puisque finalement cette oralité n'avait pas permis la transmission. En revanche, en Irlande, dont la christianisation était tardive, le druidisme est resté
extrêmement longtemps, plus longtemps qu'ailleurs, religion dominante. Pourquoi ? Parce que l'Irlande a échappé à la conquête romaine. Donc ce que je viens de dire à l'instant ne s'est pas produit pour deux zones du monde celtique qui sont l'Irlande et l'Écosse. Ce sont les deux régions du monde celtique qui ont le plus longtemps conservé leur spécificité, leur religion, leur tradition, leurs coutumes, etc. Ce qui explique peut-être d'ailleurs qu'elles nous attirent tellement, aussi parce que ce sont des conservatoires qui nous semblent très exotiques par rapport à ce que nous connaissons ailleurs, et qui évidemment ont un charme indéniable, ça c'est évident. Alors, cette christianisation était tardive, et comme elle a été tardive, le christianisme qui a pris pied avec Saint Patrick a commencé dans un premier temps. Il s'agissait de ce qu'on a appelé le christianisme celtique, qui était très différent du christianisme romain, et qui d'ailleurs ensuite a été éliminé par Rome, enfin par l'Église romaine. Donc ce christianisme celtique a un peu servi de cheval de Troie pour faire pénétrer le christianisme dans un monde druidique finalement, dans un univers qui était régi par les principes du druidisme, et a intégré énormément d'éléments, y compris dans le droit, dans les fêtes, etc., énormément d'éléments proprement druidiques. Alors, qu'est-ce que sont ces éléments que vous appelez les éléments druidiques ? Par exemple, vous avez les 4 fêtes fondamentales du cycle celtique, de la religion celtique, puisque l'année est divisée en 2 saisons et non pas en 4, mais par contre, il y a 4 fêtes. Ça s'explique pour de multiples raisons qui seraient peut-être trop long d'étudier ici, enfin d'approfondir ici. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, il y a 4 fêtes qui sont dans l'ordre Samin ou Samonios, Samin en pays gaélique, Samonios en pays britannique, c'est-à-dire ici, sur le continent. Ensuite, vous avez Imbolc qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la Chandeleur, si vous voulez, qui a été récupéré par le christianisme sous la forme de la Chandeleur, de la même façon que Samonios, Samin a été récupéré sous la forme de Toussaint. Vous avez ensuite la 3e fête qui est très importante et qui marque l'ouverture de la seconde saison, puisque la première saison de 6 mois c'est une saison sombre, et ensuite vous avez une autre saison de 6 mois qui est une saison claire. La 2e saison donc s'ouvre avec Beltane, dont les chrétiens avaient fait ensuite la nuit de Walpurgis pour diaboliser un peu cette fête qu'ils ont eu beaucoup de mal à récupérer par contre. Donc la fameuse nuit de Walpurgis dans la nuit du 30 avril au 1er mai, c'est Beltane. C'est Beltane associé à ces feux, les feux de Beltane. On passe entre 2 feux, on purifie le bétail, le peuple entier passe, etc., etc. Bon, les gens dansent, festoient, etc. Et ça a été transformé dans la mythologie chrétienne en sabbat de sorcière, etc. Dans la nuit de Walpurgis. Donc ça c'est la 3e fête. Et la 4e fête enfin, c'est Lugnasad, c'est-à-dire la naissance du dieu Lugh, la commémoration de la naissance du dieu Lugh. Lugh qui est le dieu essentiel, principal du panthéon celtique, et qu'on retrouve dans toute la toponymie des anciennes terres celtes. Quand vous avez Lugdunum, par exemple, Lyon, c'est la colline de Lugh, etc., etc. Luxeuil est un ancien Lugdunum aussi, et vous avez dans toute l'Europe, anciennement celtique, en Espagne, partout, etc., vous avez donc des toponymes dédiés à Lugh. Et à Bélénos aussi, qui est le second principe. Et par exemple, quand vous avez des endroits qui s'appellent Bélène, etc., ce sont d'anciens sanctuaires de Bélénos. Donc ça aussi, on le trouve un petit peu partout en Europe celtique. Alors, ça, c'est les 4 fêtes. C'est les 4 fêtes importantes. Et Lugnasad a été conservé également, puisque à Lugnasad était l'occasion de concours, était l'occasion de joutes, de commerce, de courses de chevaux. Ça a donné le derby, entre autres, qui est une survivance de Lugnasad et qui se produit à ce moment-là. Et finalement, ensuite, on a plaqué beaucoup plus tard des éléments bibliques, si vous voulez, des éléments de chrétiens sur ces fêtes-là pour essayer de les récupérer, étant donné que le peuple continuait à les honorer. Et voilà pour ce qui est de l'aspect, disons, festif, si vous voulez, de l'année. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses de l'ancienne religion qui ont été conservées dans le christianisme irlandais. Alors une chose toutefois à remarquer, le calendrier sacré des druides, comme beaucoup de calendriers d'ailleurs sacrés, était mobile, puisque c'était en fonction donc des astres, les druides étaient très axés sur l'astronomie. Donc les fêtes en question étaient des fêtes mobiles. Alors en Irlande, à l'époque de la christianisation, on les a conservées, mais on les a fixées.
C'est-à-dire que, par exemple, mettons Samonios, Chamin, se retrouve toujours le 1er novembre. En fait, c'est le 31 octobre au soir. Et ça nous a donné Halloween, la fameuse tradition d'Halloween, qui est une survivance directe de cette fête celtique. Alors, en fait, cette fête de Samonios est importante, parce que c'est même la plus importante. Et les gens qui s'amusent à Halloween ne le soupçonnent pas. Parce que c'est pas seulement le nouvel an celtique. C'est beaucoup plus que ça. C'est le moment où, le 31 octobre, au coucher du soleil, le dernier feu de l'année est éteint, et ensuite, après les cérémonies, le premier feu de l'année qui vient est allumé. Et c'est une transmission, c'est une chaîne dans le temps qui est en même temps l'évocation des ancêtres, puisque c'est le moment où, dit-on, vivants et défunts communiquent. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une continuité. Par-delà le temps et les générations, les cycles reviennent sans cesse et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, on doit honorer cette continuité. Donc voilà ce que c'est que Samonios. C'est un peu plus qu'une simple fête des morts, et c'est un peu plus qu'un nouvel an. C'est beaucoup de choses à la fois. Et alors, vous parlez de continuité. Alors justement, ces thèmes que vous avez évoqués propres à ce que vous appelez la religion druidique, donc vous parliez qu'il n'y avait pas de transmission puisque tout était oral, mais on va peut-être retrouver cette transmission justement dans les contes que vous avez évoqués tout à l'heure ou dans les thèmes légendaires qu'on retrouve au Moyen-Âge. Exactement. Donc est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus profondément dans ces contes, dans cette transmission, etc. Voilà. Et dans ce qui a été transmis et comment ça l'a été? Oui, la transmission donc existe de deux manières. La transmission de tout cet ensemble cultuel existe de deux manières. La première façon, la première manière dont ça a été transmis, c'est ce que d'ailleurs Guyon Var et Françoise Leroux ont étudié abondamment, c'est juste après la christianisation de l'Irlande, le fait que l'Irlande, devenue chrétienne, adopte l'écrit. Et commence à rédiger, finalement, disons, à adopter le livre, puisque c'est une religion du livre, et on se retrouve avec des monastères en Irlande qui se spécialisent dans les enluminures, dans les textes, etc., et qui sont bien connus. Le livre de Kells, c'est une petite merveille, il y en a d'autres comme ça. Alin Lindisfarne aussi, etc. Bon, il y a énormément d'ouvrages de cette époque qui sont des ouvrages extraordinairement beaux, empreints d'art celtique, qui sont extraordinaires. Mais en même temps, ces ouvrages, si vous voulez, cette nouvelle tradition écrite qui s'impose à l'Irlande, va faire que le pays est tellement imprégné de sa tradition druidique que le christianisme, comme je le disais tout à l'heure, va récupérer tout cela dans sa première phase. À l'époque où le christianisme romain va s'imposer au christianisme celtique, ça va changer, mais les choses seront faites. Donc, et c'est une bonne chose. Et donc, va mettre par écrit, va coucher par écrit, tout en le christianisant, c'est là qu'il faut être prudent, l'essentiel des grands thèmes de la religion druidique. Alors, on a énormément de textes fondamentaux en Irlande, de ce point de vue-là, qui expliquent l'épopée des Celtes, leur débarquement en Irlande, les combats des dieux, etc., comment les dieux nouveaux ont vaincu les anciens dieux, etc., les démons revenant, les Fomoriere, etc., et on a en plus une explication du paysage irlandais, parce que l'Irlande évidemment est un pays attachant, et donc ces éléments, ces transcriptions, si vous voulez, permettent d'expliquer pourquoi telle rivière coule de telle façon ou à telle importance, pourquoi on trouve des mégalithes de telle manière, etc., et ainsi de suite. Bon. Tout prend un sens finalement du point de vue de la religion en question. Donc ça, c'est une première transcription. Alors, il faut être prudent parce que évidemment, il ne faut pas oublier que ce sont des chrétiens, donc avec d'autres référents qui donc transcrivent ça en expurgeant tout ça, évidemment, de toutes les références fondamentales à la religion druidique. Donc reste un certain nombre d'éléments. Il faut prendre ça avec des pincettes, mais c'est quand même la source la plus fiable qu'on ait. Un deuxième corpus de textes important, alors là, qui est gallois celui-là, est constitué par les Mabinogion. Les Mabinogion, ce sont des textes tardifs, ce sont des textes médiévaux, et ces textes médiévaux ont le grand intérêt d'être des transcriptions de thèmes bardiques
qui avaient survécu à l'interdiction du druidisme. Le clergé, si vous voulez, les sacerdotes ont été détruits, mais le bardisme, qui était l'un des aspects du druidisme, a pu rester vivant autant que l'indépendance du Pays de Galles a pu se maintenir. C'est avec la conquête anglaise du Pays de Galles que le bardisme commence à être attaqué de tous côtés et qu'un certain nombre de bardes se réfugient pour que la matière ne se perde pas, puisqu'ils sont interdits, ils se réfugient dans les monastères et, à l'exemple de ce que Geoffroy de Monmouth a fait, il commence à transcrire un certain nombre de thèmes anciens, et le thème arthurien en est un, justement. C'est comme ça que la légende arthurienne ou le thème arthurien va se développer à partir du Pays de Galles, à partir de ce que les bardes avaient maintenu. Les Mabinogion sont encore une autre couche, entre guillemets, qui arrive un peu plus tard, où des éléments fondamentaux du bardisme qui expliquent énormément de choses et qui sont intégralement liés à l'ancienne religion sont transcrits. Et donc, alors là on est entre le XIIIe et le XVe siècle, donc vous voyez c'est vraiment le Moyen-Âge, et donc ça va permettre de comprendre un certain nombre de choses. Donc en recoupant ce qu'on a avec les textes irlandais et les textes gallois, donc dans deux formes narratives complètement différentes et dans deux univers celtiques différents, l'un gaélique, l'autre britannique, on arrive exactement à des recoupements, on arrive à une vision très intéressante. Ensuite, c'est complété par ce que l'archéologie découvre, parce que l'archéologie a mis au jour, un peu partout dans l'ancienne Europe celtique, des éléments qui ne peuvent s'expliquer que par ces fameux textes insulaires que nous avons. Et donc, il y a une superposition absolue entre des éléments que l'archéologie a mis au jour et des éléments narratifs que nous avons dans la Celtique insulaire pour les comprendre. Et c'est très frappant. C'est très frappant. Et puis alors, il y a ce trésor extraordinaire, ce trésor qui pendant très longtemps n'a pas été utilisé comme il aurait dû l'être, c'est le trésor du fond légendaire. L'Europe est une vieille terre de légendes. Il y a des légendes propres à des terroirs, et puis il y a des légendes qui dépassent ces terroirs et qu'on retrouve sous des formes à peine différenciées, ici ou là, etc. Et c'est cela qui permet d'avoir un autre regard, un autre élément d'appréciation sur cette ancienne tradition. Et nous allons voir comment et pourquoi. Alors, vous voulez aborder un thème particulier à travers ces légendes, où je vous laisse donc avancer dans ce conte et légendes. Oui, à vrai dire, je pense qu'il faudrait partir de ce qu'on connaît le mieux, ouais. Plutôt de ce qu'on croit connaître le mieux. C'est-à-dire ce qu'un certain nombre d'auteurs ont transmis jusqu'à nous. Ce sont donc des transcriptions. On leur attribue bien souvent l'invention de ces fameux contes, alors qu'en réalité, la plupart de ces contes ont été transcrits à partir d'une matière orale qui s'était transmise dans des régions et qui s'était transmise de fort loin, qui est antérieure au christianisme, et que ni le christianisme ni évidemment le monde romain ne peuvent expliquer ou ne peuvent permettre de décrypter. Alors ça c'est très intéressant parce que il a fallu attendre que les études celtiques atteignent un certain seuil de développement, un certain stade de développement, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse avoir les clés, si vous voulez, qui permettent d'ouvrir les portes qui restaient obstinément fermées jusque-là. Parce que ces clés, ce sont des éléments de cette ancienne religion qui était tellement importante autrefois et qui a laissé beaucoup plus de traces qu'on ne le croit. Et pas seulement des traces dans les textes que j'évoquais, mais aussi des traces dans l'inconscient populaire. Parce que les occupants se sont attaqués aux élites. Mais le monde rural, les petites gens sont restés à l'abri. Ils ont été persécutés et opprimés sous d'autres formes, sous une forme, disons, matérielle, mais on les a laissés à peu près tranquilles en ce qui concernait leur tradition, finalement. Et même privés d'un encadrement cultuel, puisqu'ils n'avaient plus d'enseignants, ils n'avaient plus de druides, ils n'avaient plus tout ça, même privés de tout cela, ils ont, grâce au principe de la répétition, de la transmission dans les veillées, etc., des chanteurs itinérants, etc., ils ont pu maintenir finalement tout cela, l'essentiel de leur légendaire.
Et là, il y a un trésor extraordinaire qui n'a vraiment été pris en compte qu'à 2 reprises. La première, c'est au moment où un certain nombre d'auteurs, comme les frères Grimm, comme Perrault, Rabelais même aussi, et quelques autres, même Schiller aussi en pays germanique, se sont penchés sur la question, non pas pour étudier l'ensemble de ces contes ou de ce fonds légendaire, mais pour en faire de belles histoires qu'ils s'attribuaient finalement. Ça, c'est une première étape. Et puis la seconde étape, c'est à partir des années 60-70, donc assez récemment, lorsqu'il y a eu un début de véritable démarche ethnologique pour essayer de comprendre, avant que ça ne disparaisse complètement, de recueillir ces contes, de les analyser, etc. Et c'est tout le mérite de la Société de mythologie française qui, à partir des années 60-70, a commencé à se pencher sur tous ces faits légendaires, toute cette matière, pour essayer de l'analyser, de la comprendre, avec des gens comme Guénubet, par exemple, et d'autres qui ont été remarquables. Bon, voilà, donc on a 2 phases importantes, différentes mais complémentaires, somme toute. Alors nous allons plutôt parler de la première, si vous voulez bien, parce que nous sommes là dans un domaine que tout le monde croit connaître, et qu'en fin de compte, on ne connaît pas si bien que ça. Donc, alors nous allons prendre quelques exemples. Par exemple, si nous prenons les contes de Perrault, les contes de Charles Perrault, nous avons 6 de ces nombreux contes qui sont directement liés à l'ancienne religion, qui sont directement tirés d'un fond extrêmement important qui était toujours vivant dans nos terroirs. Et il n'a eu qu'à puiser et qu'à le mettre en forme pour en faire quelque chose. Alors, ces 6 contes que vous connaissez tous sont La Belle au bois dormant, Les Fées, un peu moins connus quand même, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre, Le Petit Pousset, Riquet à la houppe et Peau d'âne. Voilà. Or, ce qui est intéressant, c'est que un peu plus tard, au siècle suivant, enfin un siècle et demi plus tard, les frères Grimm vont également, de leur côté, se livrer à un travail, somme toute, assez semblable, plus prolifique, quand même, mais enfin, somme toute, assez semblable. Et là, nous avons quand même une quinzaine de contes des frères Grimm qui sont également liés à l'ancienne religion, dont certains font doublon avec donc les contes de Perrault. Alors, nous avons les 12 frères, les 3 fileuses, le serpent blanc, Cendrillon, qu'on retrouve à la fois sous des formes à peine différenciées chez les frères Grimm et chez Perrault, sachant que l'un a pris une matière qui était toujours là dans le folklore, dans l'inconscient collectif en France, et les autres dans l'inconscient collectif d'outre-Rhin. Donc vous voyez, le même thème était quand même présent des 2 côtés, c'est assez amusant. Alors, les lutins, bien sûr, ça c'est parlant, évidemment, le conte du genévrier, les 6 frères cygnes, La Belle au bois dormant. Là encore, on retrouve La Belle au bois dormant, à la fois chez Perrault et chez les frères Grimm, même constat que pour Cendrillon. Blanche-Neige, bien sûr, La Gardeuse d'Oie à la Fontaine, Le Griffon, Le Roitelet, La Lune, Demoiselle Méline, la Princesse et Hansel et Gretel. Bon, ça c'est les thèmes des frères Grimm qui sont directement tirés de survivances anciennes. Nous avons évidemment Rabelais, plus anciennement Rabelais avec Gargantua, ça c'est un vieux thème celtique. Et puis nous avons également tout ce qui concerne une chose que bien souvent on ne songerait pas à attribuer à cette origine-là, et que nos amis de la Confédération helvétique considèrent comme un élément fondamental de leur valeur culturelle, c'est le personnage et l'histoire de Guillaume Tell. Alors Guillaume Tell, donc, en fait, il faut savoir que il avait déjà été cité par le Danois Saxo Grammaticus au XIIe siècle, donc et ça n'a rien à voir avec le monde alpin, vous voyez, on est dans un autre contexte, qui mélangeait le thème ancestral de Guillaume Tell avec un personnage analogue de la tradition danoise qui s'appelait Palnatoki. Et alors, le thème de Guillaume Tell a ensuite été repris et enrichi par Friedrich Schiller au XVIIIe siècle. Donc, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a plaqué sur le personnage, sur finalement un mythe, si vous voulez, qui était très antérieur, même au christianisme. On a plaqué des référents historiques, avec la lutte contre les Habsbourg, etc., etc. Et c'est très amusant parce que
Si vous décryptez Guillaume Tell, et quelques auteurs, quelques chercheurs l'ont fait, vous apercevez qu'il y a toute une symbolique extraordinaire dans le thème de Guillaume Tell, de même que vous avez ça dans les contes de Perrault et les contes de Grimm. Et alors, qu'est-ce que c'est justement toute cette symbolique qu'on retrouve dans les contes et qui sont en lien avec la culture celtique? Quels sont ces symboles forts et marquants? Ces symboles se retrouvent en très grande quantité, même un peu plus, mais nous allons donc en citer simplement quelques-uns, d'accord? On ne peut pas tous les énumérer tellement ils sont nombreux, donc je vais me concentrer simplement sur quelques-uns. Vous avez un thème qui revient fréquemment, c'est le thème de la pomme. Alors il faut savoir que le thème de la pomme, ce n'est pas fortuit du tout, et n'a d'explication que... il y a deux explications possibles. Il y a une explication dans le contexte de l'ancienne religion, mais la plupart des gens ne les connaissent pas, puisqu'ils ne l'ont pas étudiée. Il y a une explication biblique qui est avec la fameuse pomme d'Ève, etc., et d'Adam, du serpent. Donc évidemment, c'est cette seconde explication qu'on a toujours mis en avant. Mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas parce que dans l'histoire de Guillaume Tell, cette pomme qui est mise sur la tête de l'enfant, que Guillaume Tell doit toucher avec son carreau d'arbalète, ça ne colle absolument pas du tout avec cette histoire de serpent, etc. En fait, la pomme, dans la tradition druidique, était un symbole important. Ce qu'on appelle Abalo, donc qui est le nom de la pomme, était également un symbole d'immortalité, un symbole de transmission et de savoir. Et c'est ainsi que, par exemple, les défunts méritants allaient, dit-on, vers l'île d'Avalon, Abalo, qui d'ailleurs est l'endroit où le roi Arthur est parti ensuite en dormition, en attendant son fameux retour, etc., suivant les traditions arthuriennes. Et donc cette île d'Avalon, qui est l'île des pommiers, qui est une référence constante pour parler de l'autre monde, qui est en même temps un monde d'attente. Ça n'est pas un monde de destruction, ça n'est pas un monde sordide, c'est un lieu d'attente, un lieu de dormition, un lieu où la connaissance et la transmission continuent sous la forme de l'immortalité. Or, ce symbole de la pomme, donc, se retrouve, par exemple, dans le thème, alors dans à peu près tous les thèmes, mais vous avez, par exemple, dans le thème de Blanche-Neige, c'est flagrant. C'est d'ailleurs la pomme alors vous avez le thème des 7 nains, qui est un thème druidique, un ancien thème très très ancien, le chiffre 7, les nains, le thème de la forêt, le thème forestier, c'est un thème très très ancien et très très important dans la tradition druidique. À l'inverse du monde méditerranéen ou de religions comme la religion romaine ou la religion chrétienne, qui se méfiait beaucoup de la forêt. Bon, là, c'est exactement le contraire. La forêt, c'est le refuge des anciens druides, qu'on appelait sorciers, donc c'est pour ça que les forêts étaient diabolisées au Moyen-Âge, parce que on les soupçonnait d'être les refuges de l'ancienne religion, ce qu'elles étaient d'ailleurs, réellement. Et donc, vous avez effectivement toujours ce thème de la sorcière qui est dans la forêt, la petite maison dans laquelle on trouve refuge au milieu de la forêt, alors qu'on est poursuivi, traqué, etc. Et puis, vous avez finalement cette sorcière qui vient avec la pomme, qui donne la pomme, la fameuse pomme, et cette pomme va entraîner quoi? Elle va entraîner une dormition. On retrouve le thème de la dormition qui n'est que momentané parce qu'il faut qu'un certain nombre de circonstances soient réunies pour qu'ensuite cesse la dormition et qu'on puisse revenir à une nouvelle forme de vie. Bon, ça c'est un thème très, très fréquent dans les traditions. Ce thème se retrouve dans tout l'ancien monde celtique. On le retrouve avec des variantes quelquefois infimes, que ce soit en Allemagne, en Belgique, dans les Ardennes, dans l'ensemble de la France, en Espagne du Nord, etc., en Autriche, tout ça, au Tyrol, dans beaucoup de lieux, on le retrouve, beaucoup de lieux qui étaient celtiques autrefois. Et vous avez donc dans la tradition de Guillaume Tell la même symbolique, c'est-à-dire que dans la version qui a été donnée ensuite, mais qui est quand même basée sur le thème ancestral, on a le fait qu'on condamne le père à tirer sur son fils pour toucher une pomme qui est mise sur la tête du fils. Or, la tête était un élément sacré dans la tradition druidique. À telle enseigne, ça paraît peu ragoûtant aujourd'hui, que les Celtes, les anciens Celtes,
décapitaient post-mortem, attention, décapitaient leurs ennemis et parfois les gens auxquels ils étaient attachés également, pour conserver religieusement les têtes en question, qui étaient considérées comme extrêmement importantes, puisque c'était la source de l'intelligence, de la vie, de tout, etc. chez les Celtes. Donc, chez les Celtes, c'est pas le cœur, hein, c'est la tête, le front qui est considéré comme le point duquel tout vient finalement. Et donc, ces têtes, on trouve par exemple sur les portiques d'Entremont, qui sont que les fouilles archéologiques ont permis de mettre à jour, et sur beaucoup d'autres, on trouve les emplacements pour les têtes qui étaient mises comme ça, etc. Il y a même encore un lieu en Europe où cette tradition continue à être honorée, respectée. C'est en Autriche, c'est à Hallstatt, où on continue à faire ça, etc., rituellement, à chaque nuit de 31 octobre au 1er novembre, on sort les crânes des défunts avec leur nom en lettres gothiques qui est peint, et leur date de naissance et de mort, etc., et leurs descendants, les astiques, etc., etc. C'est dans une petite cabane située entre le cimetière et l'église. C'est assez extraordinaire parce que c'est le seul endroit, à ma connaissance, où la vieille tradition d'honorer les têtes continue à exister. Bref, toujours est-il que tout ça pour dire que la tête joue un rôle fondamental. La tête, l'enfant, donc la génération d'après, la pomme, la transmission du savoir, le trait qui tire, qui est le passage finalement du savoir, de la connaissance vers l'enfant. Donc vers la génération qui suit. Donc, au regard de l'ancienne religion, tout ça s'expliquait. Tout ça avait des correspondances tout à fait évidentes, tout à fait logiques. Au regard du christianisme, par contre, ou des contes et légendes tels qu'on les interprète aujourd'hui, par exemple, comme ça, en les lisant et sans y attacher beaucoup d'importance, ça ou autre chose, ça ne veut pas dire grand-chose finalement, c'est pas très très important. Donc vous voyez, il faut décrypter tout cela. Et quand on connaît ces thèmes, quand on s'attache à ces thèmes de l'ancienne religion, c'est tout à fait différent. Les choses prennent une dimension qui n'est plus la même. Alors, ça, c'est un exemple. Bon, on pourra en citer d'autres. Et d'ailleurs, on va le faire. Vous avez, par exemple, une chose bien connue dans le thème de Cendrillon, qui revient toujours, qui nous interpelle toujours. C'est le thème de la citrouille qui se transforme, etc. Vous savez, bon. Alors, des générations de petits-enfants ont beaucoup aimé cette chose-là, cette transformation. Et puis, on se dit, bon, simple fantaisie, simple imagination, que tout ça, etc. Eh bien non, pas du tout. Alors, je vais, si vous me permettez, vous lire un petit passage, je ne vais pas abuser évidemment. Alors, il s'agit du Mabinogi, alors Mabinogi au singulier, Mabinogion au pluriel, c'est donc des textes, je le redis, sont des textes gallois du Moyen-Âge, qui sont des transcriptions de thèmes oraux de l'ancienne religion. Donc, le Mabinogi qui s'intitule Mat, fils de Matonui. Alors, donc, il est très intéressant parce que Mat, c'est un fait exceptionnel, et non seulement le personnage central, mais c'est également un druide. Et croyez-moi que pour que dans des textes acceptés par l'Église au Moyen-Âge, on n'ait pas occulté la mention du fait que c'était un druide, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc, effectivement, alors le mot druide n'est pas cité, mais enfin, il a les fonctions du druide, il a le savoir du druide, il a les expressions de druide, etc., etc., et ça, c'est flagrant. Alors, donc, on dit qu'il était le plus grand magicien de l'île de Bretagne, donc, qui était la Grande-Bretagne actuelle, hein, donc, Mat, donc, a mille et mille péripéties, et dans une de celles-ci, il y a cette chose tout à fait remarquable. On voit Mat qui, grâce à la baguette de coudrier par laquelle il transmet la magie, donc on est sur le thème de la baguette magique, hein, qui revient d'ailleurs très très souvent dans les thèmes comme ça de l'ancienne religion, et qui explique aussi pourquoi ça a survécu, ce thème de la baguette magique. Donc Mat, à l'aide de la baguette magique en question, ou plutôt de
de la baguette de coudrier. La baguette de coudrier servait beaucoup. C'est une baguette druidique qui servait beaucoup. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais elle avait beaucoup d'usages. Chercher l'eau, par exemple. Entre autres. C'est-à-dire que l'eau, en fin de compte, c'est comme dans l'hindouisme, si vous voulez, l'eau est sacrée. L'eau est sacrée parce que l'eau est la source de vie. Alors il y a l'eau courante qui est distinguée de l'eau stagnante, mais vous avez aussi des eaux guérisseuses, vous avez toutes sortes d'eau, et qui, dans la tradition druidique, étaient extrêmement importantes. Et d'ailleurs, il y avait des divinités qui étaient attachées à ces eaux-là. Par exemple, Borvo, qui a donné son nom à Bourbon, l'Archambault. Borvo, qui est un dieu des sources qui émettent des propriétés guérisseuses, etc. Et vous en avez comme ça partout. Bon, mais passons, c'est un autre sujet. Sinon, on va se mettre. Donc, on va faire je sais pas combien d'émissions avec vous. Mais c'est pour vous dire, c'est le lien entre la baguette de coudrier et la fameuse histoire des sourciers, etc. Donc, c'est que c'est tout simplement la baguette druidique. Bon. Mais elle servait aussi pour faire autre chose que pour trouver de l'eau. Et vous allez voir à quoi elle pouvait servir. Voyons. Donc, notre ami Matt, avec sa fameuse baguette, de la fleur du chêne, l'arbre druidique par excellence, l'arbre sacré, de la fleur du genêt et de la reine des prés, auxquelles s'attachent d'autres vertus qui étaient importantes dans ce qu'on appelait la médecine druidique, qui est donc l'ancêtre de l'herboristerie, si vous voulez. Bon. Donc avec toutes ces fleurs-là, il fait apparaître une forme féminine suffisamment douée de vie pour faire le malheur de celui qu'elle épouse. Vous voyez, c'est quand même, il y a même de l'humour. Voilà. Alors donc cette femme fleur est connue dans la tradition insulaire sous le nom de Blodeuwedd. Et Blodeuwedd va jouer un rôle important parce que Blodeuwedd va se retrouver dans une situation justement où elle va se rendre notamment à une fête, à un bal, et donc pour cela on fait apparaître, toujours avec cette fameuse baguette, on transforme un certain nombre, alors des souriceaux, une citrouille, etc., en carrosse, enfin le carrosse n'est pas nommé, c'est pas un carrosse, mais disons en mode de transport finalement qui permettent de se rendre. Et il y a aussi cet interdit qui est indiqué dans le Mabinogi, que c'est jusqu'au milieu de la nuit. Donc après, passé un certain moment, tout bascule. Tout redeviendra comme avant, la magie n'opérera plus, et donc on se retrouve. Bon, passons sur les détails, mais c'est quand même extraordinaire de voir la transmission de ces thèmes-là. Alors on pourrait multiplier comme ça, en puisant donc dans des thèmes qui malheureusement sont peu étudiés, ce ne sont que des spécialistes qui se penchent sur ces questions. Quelquefois, les gens qui étudient ça le font, ce sont des gens très sérieux, des gens très graves, qui ne s'intéressent pas aux contes de fées du tout. Et c'est bien dommage. Quant aux gens qui s'intéressent aux contes de fées ou qui se passionnent pour les contes de fées, généralement, ils n'utilisent pas cette matière druidique. Ils ne la connaissent pas. Et donc, finalement, il est extrêmement rare d'avoir cette grille de lecture, si vous voulez, qui permet de recouper toutes ces données, toutes ces informations. Néanmoins, vous comprendrez bien, à travers les quelques petits exemples que je viens de vous citer, que dans ces fameux contes, ce n'est évidemment ni la matière chrétienne ni la matière romaine qui nous permettent de décrypter tout ça, évidemment. C'est donc quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus vénérable, qui nous permet de le faire. Vous voulez un dernier exemple ? Allez. Allez-y. Le petit Pousset. Le petit Pousset. Savez-vous que dans la tradition wallonne, dans le légendaire wallon, on appelle Pousset une étoile. Aujourd'hui encore. Et tenez-vous bien, cette étoile, donc cet astre, correspond à un ensemble de 7 étoiles, exactement comme les 7 frères qui constituaient finalement la fratrie à laquelle appartenait le petit Pousset. Et on retrouve les thèmes également de la forêt profonde, on retrouve les thèmes de l'ogre, bien sûr, et alors quelque chose qui va vous parler, encore plus peut-être, c'est le thème des bottes de 7 lieues. Parce que le monde celtique, qu'on considère quelquefois, ou qu'on imagine quelquefois à tort comme très
pas gailleur ou très anarchique, très peu structuré, ne l'était pas tant que ça. Et ça n'est que petit à petit qu'on s'en aperçoit, grâce aux fouilles archéologiques, grâce à un certain nombre de documents qui voient le jour aujourd'hui, à force d'études évidemment. En fait, le monde celtique, comme je l'ai dit au début, était réfractaire à l'idée de construction étatique. Mais néanmoins, pour autant, le monde celtique n'était pas anarchique du tout. Les clans, les tribus étaient constitués de manière extrêmement précise, avec une délimitation territoriale extrêmement précise. Des localités constituaient un tissu urbain qu'on a mésestimé pendant longtemps, et maintenant on découvre grâce à l'archéologie que ce tissu urbain était considérable. Et il est pré-romain, attention. C'est stupéfiant. Partout, en Île-de-France, pour ne prendre que notre région, émergent des villes celtes qui étaient totalement inconnues et qui, à la faveur de travaux, d'aménagements, de voiries, d'aménagements d'autoroutes, d'aménagements de lignes TGV, etc., tout à coup arrivent. C'est stupéfiant, que ce soit à Bobigny, que ce soit à Épinay, que ce soit au Tremblay, que ce soit partout, à Rungis, de tous côtés, à Saint-Maur, etc., partout. Ces localités celtes qui datent, qui remontent à 2 ou 3 siècles avant la conquête romaine, apparaissent, etc. Bon, à Nanterre, enfin partout. Argenteuil, qui s'appelait d'ailleurs Argentoiallone. Vous avez même la toponymie est restée, dans bien des cas. Bobigny était Bobignacum, etc., etc. Vous avez Nogentum qui était Nogent, etc., qui est devenu Nogent. Vous voyez les fondements, la permanence des choses qui étaient totalement inconnues jusqu'à une époque très récente. Donc, pour ne pas trop nous éloigner de notre sujet initial, vous avez, entre autres choses, de cette organisation de la société, vous aviez des localités, et c'est le lien avec cette histoire de ville qu'on redécouvre aujourd'hui, vous aviez des localités qui portaient le nom de Mediolanum. Mediolanum qui voulait dire la ville du milieu, la ville centrale. Dans toutes les grandes tribus celtes, vous avez un Mediolanum. Ces Mediolanum sont devenus Meulan, Milan en Italie du Nord, capitale des Insubres, population celtique de Lombardie, etc., etc. Et vous en avez partout. Et donc, ces Mediolanum indiquent que c'était non seulement une capitale tribale, mais également un lieu sacré, ce qu'on appelle un éméton, donc un lieu, un sanctuaire dans lequel la religion était pratiquée et vers lequel convergeaient les habitants de ce peuple lors des cérémonies religieuses importantes. Bon. Donc, ça joue un rôle essentiel. Et on a découvert que ces Mediolanum correspondent à des distances qui sont parfaitement identifiables et qui sont tout à fait stupéfiantes. On a découvert aussi, et ça c'est le mérite d'un professeur important qui est Christian Goudineau, mais d'autres aussi, on a découvert que donc des unités de mesure à l'échelle de l'ensemble du monde celtique, des mesures unifiées existaient. Ce qui est stupéfiant parce que, en l'absence d'une autorité centrale, il est quand même exceptionnel, tout à fait exceptionnel, que des populations qui vont... Attention, il faut quand même voir l'échelle à laquelle on se situe. Les Celtes, ça va des confins de l'Ukraine jusqu'au Portugal. Ça allait de l'Écosse jusqu'à la Turquie. C'est quand même quelque chose de considérable. Et qu'à une telle échelle, et malgré une division telle, en centaines et centaines de petites tribus jalouses de leur indépendance les unes par rapport aux autres, il y a eu un certain nombre d'éléments unifiés, comme cela, qui étaient communs à tous. Et là, ça s'explique que par la religion. Parce que, s'il n'y avait pas d'autorité politique, il y avait en tout cas une autorité religieuse commune, puisque le référent religieux était le même. Donc, entre autres éléments, la religion commune leur a permis d'avoir non seulement un corpus légendaire, une mythologie, etc., qui leur était commune, un panthéon qui était panceltique, donc qui était commun à tous, au-delà des lieux topiques qui étaient locaux, mais également des unités de mesure et un certain nombre d'éléments comme ça qui fondent finalement une civilisation, une société. Et quelle est cette fameuse unité de mesure, me direz-vous? Eh bien, c'est la lieu, la louka en gaulois.
la Leuca. L'alieu, qui a été tellement utilisé au Moyen-Âge et même jusqu'à la Révolution française, l'alieu est une unité de mesure celtique. Les Romains avaient le mille. Ils n'avaient pas l'alieu. Eh bien, progressivement, bien que Rome ait imposé le mille romain, c'est l'alieu qui est resté, qui a perduré, qui s'est transmise. De la même manière que dans nos costumes et dans nos coutumes les plus intimes, les plus quotidiennes, ce sont des thèmes celtiques qui ont survécu et non pas des thèmes romains. Comme quoi, par exemple ? Le fait de se serrer la main au lieu de faire le salut romain. Le fait de porter le pantalon avec ce qu'on appelait la braga qui a donné la braguette, c'est-à-dire l'ouverture. Braga, c'est le pantalon celte. Les Romains s'indignaient de ces barbares qui, au lieu de porter la jupette ou la toge, portaient ce pantalon avec une ouverture sur le devant, quelle indécence, etc., etc. De même que les Romains s'indignaient de ces barbares qui, au lieu de boire du bon vin, buvaient une mauvaise imitation de vin qui était de couleur jaune et avait de la mousse. Ben, c'est la bière. Etc., etc. Donc c'est très amusant parce que finalement on a des survivances à travers notre quotidien comme ça. Pas seulement la toponymie, pas seulement le fait que Paris, Limoges, toutes nos villes, à part quelques-unes, ont des noms hérités de peuples celtes, mais aussi, je vous le dis, dans le quotidien. Alors revenons-en à l'alieu. L'alieu, elle est intéressante parce que elle est omniprésente dans les contes et légendes. Dans les contes et légendes, on ne vous parle évidemment pas en kilomètres. On ne vous parle pas non plus en mille romains. On vous parle de lieux, et toujours, tout est en lieu. Donc, à part les bottes de 7 lieues, qu'est-ce qui... Mais justement, parlons des bottes de 7 lieues. Les bottes de 7 lieues, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'il faut quand même savoir que les troménies celtiques, enfin ce qui est à l'origine des troménies, donc ce sont des pèlerinages finalement qui duraient 3 jours, à l'occasion des 4 fêtes que j'avais citées tout à l'heure. Les pèlerinages sacrés de l'ancienne tradition se faisaient donc en 3 étapes, 3 jours, de 7 leucas, 7 lieues chacune. Et la lieue celtique fait 2122 mètres. La lieue celtique fait donc 2,12 km. Donc, vous avez des étapes quotidiennes dans les pèlerinages qui tournent autour de 15 à 16 km. Voilà. C'est la distance qu'on parcourait dans un pèlerinage et on le faisait, c'était donc 3 fois et ça séparait. Alors, ça s'est maintenu par exemple en Galice. J'ai beaucoup travaillé sur la question des chemins de pèlerinage pré-chrétiens, d'origine druidique, en Galice, bien avant Saint-Jacques de Compostelle et tout ça. Donc, et c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans toute l'Europe. Alors, des études ont également été menées à propos du Mont Saint-Michel, parce que, comme vous le savez, le Mont Saint-Michel n'était pas à l'origine dans une baie, il était dans une forêt, la forêt de Sissi, qui était là et qui a été submergée par un raz-de-marée, ça a donné la baie qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a 3 lieux, vous avez 3 lieux comme ça, qui sont importants. L'un se trouve dans le Cotentin, en face du Mont Saint-Michel, l'autre c'est le Mont Saint-Michel qui s'appelait le Mont Tombe, car c'était la tombe du dieu Bélénos, où il était en dormition, et qui à l'époque donc était au milieu d'une forêt. Et le 3e élément, celui qui correspond 7 lieues plus loin, où est-il ? C'est le mont Dol. Le mont Dol qui est en Bretagne, le mont Dol où vous avez le champ Dolan. Vous savez bien ce que veut dire en vieux français Dolan et Dol. Bon, et donc vous avez dites-nous. Ah alors Dolan, la dolence, c'est un état de demi-mort, si vous voulez. En fait, c'est un état de dormition. C'est un état de dormition. On revient à ce thème de la fameuse dormition que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, être dolent, c'est être pantois, comme ça, enfin pantelant plutôt, et ne plus avoir tous ses moyens. Et au-delà de ça, au Moyen-Âge, c'était un peu plus fort que ça, c'était carrément être évanoui. Bon. Donc, finalement, on n'est plus en état de vie active, mais ça n'est pas forcément définitif, et on peut revenir ensuite, etc. Bon, dolent, c'est ça. Alors, il y a certaines exceptions où on trouve également dolent pour mort, carrément. Il est dolent, c'est-à-dire qu'il est mort, il a été tué, etc. Mais sous-entendu que ça n'est peut-être qu'apparent. Voilà. Donc le mont Dol, qui se trouve en face du Mont Saint-Michel, et le Mont Saint-Michel est d'ailleurs à 7 lieues de chacune des 2 autres
étape, si vous voulez, de ce pèlerinage, le Mont Dol, avec le Champ de l'An qui n'est pas loin, qui est un des plus beaux mégalithes de France, tout à fait impressionnant. Donc c'est pas loin de Fougères, en Bretagne. Donc voilà, ça vous situe, parce c'est difficile de visualiser 7 lieux. Or là, quand vous êtes sur le Mont Dol, dans un endroit où les légendes locales disent que d'ailleurs le diable avait posé son empreinte, son pas, ben oui, fameuse botte de 7 lieues, n'est-ce pas? Donc à cet endroit-là, il y a donc une ouverture dans la pierre, et on a en face de soi, dans l'alignement, on a donc le Mont Saint-Michel, et plus loin, on a donc alors il y a aussi Tomblaine, évidemment, mais ça Tomblaine, on pourra en reparler, mais enfin c'est l'îlot de Tomblaine, mais c'est une autre histoire, mais c'est intéressant aussi. Et donc plus loin, on a au Cotentin, on a le point de départ. Alors, qui est d'ailleurs appelé encore aujourd'hui le Saut du Diable, comme par hasard, puisqu'il y a diabolisation des éléments de l'ancienne religion, évidemment. Et donc là, on peut visualiser 7 lieux. On voit ce que ça représente. C'est intéressant, parce que sur le sol, on a du mal à visualiser. Donc, le fameux thème de 7 lieux, les fameuses bottes de 7 lieux, les étapes de 7 lieux, correspondent à un ancien rituel, également, qui ne s'explique que par un seul contexte mythologique. Un seul, pas deux, un seul. Et le chiffre 7 que vous évoquez souvent, donc les 7 lieux, les 7 nains, etc. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre 7 les sept frères de la famille de Pousset, etc., etc. Alors le chiffre 7 est un chiffre sacré de la tradition celtique, c'est un chiffre qu'on retrouve souvent, c'est un chiffre bénéfique et qu'on retrouve très très souvent dans la tradition. Alors il y a beaucoup d'explications, mais il faut prendre ça avec des pincettes, parce que évidemment la tradition, si vous voulez, druidique, encore une fois, est une tradition orale, donc ne s'est pas maintenue de manière extrêmement précise. Alors, il y a des éléments qui sont connus, effectivement, qui sont bien connus. Ce dont je parle, par exemple, sont des éléments connus. Et puis, il y en a d'autres qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que beaucoup de gens ont tendance, quelquefois, à plaquer des présupposés, etc. Donc, mais le chiffre 7, il y a un certain nombre de chiffres comme ça, 3, 7, etc., fait partie des chiffres sacrés. C'est considéré comme un chiffre d'équilibre, curieusement. Alors que le 6 ne l'est pas, par exemple. Donc, voilà. Donc il revient en permanence dans les thèmes légendaires. Vous avez un autre chiffre qui est très important, c'est le chiffre 12. Donc n'oublions pas que dans toutes les traditions européennes archaïques, tout le système de comptage était duodécimal. Il n'était pas décimal, il était duodécimal. On comptait toujours par 12. Et évidemment, il y a des survivances. Le thème des 12 mois, etc., et ainsi de suite, etc. On retrouve même dans le calendrier sacré, on retrouve les 12 jours, etc., etc. C'est quelque chose qu'on trouve. Alors, on a des correspondants dans l'hindouisme, qui est la religion, disons, ancienne, si vous voulez, qui s'est le mieux conservée, puisqu'elle a su résister à la destruction, alors que la religion ancienne d'ici n'a pas pu le faire, effectivement, a été éliminée. Donc l'hindouisme sert de référent pour beaucoup de choses, parce que justement cette religion est encore vivante. Et alors évidemment elle s'est enrichie progressivement, parce que ce ne sont pas des religions statiques, ce sont des religions qui ont un fond qui est forcément immuable, mais qui peut subir parfois avec le temps et avec des écoles de pensée différentes, peut subir, voire des sectes internes aussi parfois, subir des modifications, des altérations. Et puis également ce sont souvent des religions mémorielles. Donc à partir de ce moment-là, il y a une adaptation dans le temps qui peut également s'opérer. C'était le cas pour la religion druidique, justement. Donc voilà, 3, 7, 12 sont des chiffres importants de la tradition. 9 aussi, les 9 sœurs, vous me direz à ce moment-là tous les chiffres. Non, en fait non, mais les 9 sœurs sont un élément extrêmement important qui est à l'origine du thème des fées. Le thème des fées est un héritage celtique, ça n'est pas du tout lié au monde romain, ou ça n'est pas non plus du tout lié au monde chrétien originel. Le thème des fées, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans la tradition druidique. Alors dans les Mabinogion, on les trouve souvent, les fées sont là, sont omniprésentes. Elles sont aussi dans le légendaire de nos régions, de toutes les anciennes régions celtes. Elles se trouvent là, en général associées à des sources d'ailleurs, et donc parfois à des grottes. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais enfin bon. Donc en général, elles sont associées aux couleurs blanches et bleues. Voilà, donc c'est le thème des fées
est très important. Et donc il y a une histoire, il y a un thème druidique sur les 9 sœurs qui veillent sur le monde à partir du site, donc du monde souterrain, etc., etc. Enfin, mais ne nous lançons pas là-dedans parce que le temps qui nous est imparti ne suffirait pas. Bien. Nous retrouvons Fabien Régnier, qui, pour ceux qui ne nous auraient pas suivis, hélas, depuis le début, donc directeur de publication de la revue Keltia, qu'on va peut-être évoquer de façon un petit peu plus approfondie. Alors, tous les thèmes, évidemment, qu'on a évoqués ensemble, donc à travers l'origine des légendes, l'origine celtique, des contes et légendes, les contes que vous avez évoqués, les thèmes de ces contes. Donc, on peut les retrouver effectivement dans cette revue Keltia, donc que vous avez, dans laquelle vous avez pas mal d'articles également, si je me trompe pas, et sur des thèmes aussi variés que la culture, la musique, l'artisanat, vous le disiez, des scientifiques. Enfin, il y a beaucoup de l'archéologie, enfin, oui, donc il y a énormément de collaborations. Et beaucoup d'infos aussi. Voilà, donc on retrouve, par exemple, ça c'est votre dernière parution, qui traite des nouveaux bardes. On trouve les derniers Trouvères, Marilyn Baltamont, Anne Hellel, 30 années de celticité, les tilleuls à danser, partageons nos légendes. Voilà un peu aussi la beauté des couvertures, la qualité à la fois des articles et la qualité visuelle. On retrouve également le thème très cher au Moyen-Âge, avec donc les origines celtiques. Le thème arthurien. Le thème arthurien qui est traité de différentes manières, sous différents angles. Oui. Parce qu'il y a plusieurs approches du thème arthurien. Il y a ce qu'on a l'habitude de prendre en considération, qui est ce qu'on appelle l'imaginaire arthurien. Donc nos amis du château de Compère en Brocéliande ont développé ce thème de l'imaginaire arthurien. Puis alors, il y a une autre thématique qui est, liée uniquement à l'étude des textes que j'évoquais, les Mabinogion, etc., donc que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce sont des textes qui sont des transcriptions de thèmes bardiques, et donc Merzine, donc Merlin, Taliesin, Arthur, Guenièvre, etc., etc., nous sont connus par ces thèmes-là finalement. Et puis, et ainsi que les lieux d'ailleurs, et puis il y a une troisième approche qui est tout à fait récente et complémentaire des deux autres, c'est l'approche archéologique. L'archéologie qui tournait le dos complètement à cela autrefois, parce que l'archéologie était une science très matérialiste finalement, et qui se souciait des thèmes légendaires comme d'une guigne. Et il faut bien dire que la réciproque était vraie aussi, d'ailleurs. Et donc l'archéologie qui, en avançant, a passé certains blocages, si vous voulez, de la part des archéologues, a commencé à comprendre il y a très peu de temps finalement que ce qu'elle découvrait, ce qu'elle mettait au jour, ne pouvait s'expliquer au-delà des apparences que si on intégrait des éléments de la spiritualité et des thèmes porteurs, disons, de ces populations-là. Sinon, on ne comprenait pas. Voilà. Ça, c'est important. Alors, justement, quand nous étudions, nous, par exemple, dans Keltia, le thème arthurien, eh bien, nous l'étudions sous ces trois angles-là. Voilà. Et croyez-moi, c'est riche. Oui, j'en doute pas. Alors, quand vous dites nous, par exemple, quels sont les contributeurs à ces articles? Est-ce que est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous envoyer des articles? Est-ce que ce sont des scientifiques? Est-ce que vous pouvez nous en dire c'est plus? Ouvert. C'est une revue qui est très ouverte. D'abord, il faut dire que c'est une revue qui est réalisée entièrement par des bénévoles. Bon, ça c'est important. Ce sont des personnes qui se consacrent à un travail culturel, finalement, à la matière celtique au sens large. C'est pas uniquement les Celtes d'ici ou de là, c'est les cultures celtiques au pluriel, parce qu'il y a une pluralité du monde celtique. Le monde celtique ne s'arrête, alors il ne faut pas le récupérer sur le plan nationaliste ou ceci ou cela, parce que le monde celtique dépasse absolument les frontières étatiques, ça c'est très important, c'est une donnée qu'on retrouve dans 27 pays d'Europe, donc c'est quand même pas rien. C'était le thème d'une exposition Iccelti à Venise où il y avait les contributions des musées de 27 pays européens en 91. C'est considérable. Une matière celtique, c'est quelque chose d'énorme, énorme. Bon, donc ça dépasse beaucoup de choses comme ça. Alors
il se trouve que nous abordons la matière celtique dans son ensemble, dans sa globalité, à travers tous ses aspects, parce que pour nous c'est une culture, c'est quelque chose qui ne se saucissonne pas, c'est quelque chose où tous les aspects sont complémentaires les uns des autres. Alors vous pouvez avoir effectivement des thèmes légendaires, des thèmes historiques, historiques avec un grand H, histoire avec un grand H, vous pouvez avoir de l'archéologie, tout cela va dans le même sens, on dira oui, mais vous avez aussi les festivals, la musique, la gastronomie, l'architecture, le tourisme, vous avez énormément de choses finalement, et surtout les artisans aussi, parce qu'il y a un renouveau artisanal passionnant d'une culture qui était défunte, et qui en fait sommeillait, c'était la braise sous la cendre, et donc aujourd'hui elle s'exprime à nouveau. Alors elle certes, les artisans ou les vrais puristes, disons au niveau de la musique celtique également, ne trouvent pas forcément les circuits de distribution, parce que dans la société actuelle c'est très difficile, ça n'existe pas forcément, mais néanmoins le monde celtique et la connaissance du monde celtique se développent régulièrement et de façon continue, et finalement on s'aperçoit que les possibilités de développer ça existent, et vous avez des festivals partout. Vous savez que vous avez maintenant quand même, alors je tiens à le placer ça quand même, vous avez quand même plus de 300 festivals celtiques en Europe. Alors les Romains ont peut-être gagné la guerre des Gaules, mais aujourd'hui ce n'est quand même pas sur de la musique romaine qu'on danse, qu'on chante, c'est sur la musique celtique. Donc les vaincus d'hier, je l'expliquais pour les effets vestimentaires, le salut, etc., etc. Mais la culture celtique a beaucoup mieux survécu, malgré toute la persécution qu'elle a dû subir, a beaucoup mieux survécu que la culture de ses vainqueurs. Voilà, petite parenthèse qu'on referme, mais c'est un petit clin d'œil que j'aime toujours signaler. Voilà, donc c'est très foisonnant. Vous avez par exemple à Lorient, vous avez 700 000 personnes, 4500 artistes qui viennent chaque année, et de toute l'Europe. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très vivant. Hein. C'est pas une matière morte. Hein. Oui, et là vous disiez que vous aviez rencontré un succès énorme, peut-être inattendu au dernier salon fantastique, je crois que ça s'appelait comme ça. Oui, le salon fantastique. À Paris, voilà. À l'espace Champéret. Oui, qui vient de se terminer hier d'ailleurs. Oui. Et qu'est-ce qui vous... pourquoi vous êtes surpris finalement d'avoir eu ce pourquoi nous sommes surpris alors que c'est un contexte qui s'y prête hein. Oui, non, je vais vous dire une chose. Nous sommes surpris parce que nous avons l'habitude, nous, d'être surtout présents sur des festivals qui sont en relation directe avec la matière celtique. Bon, par exemple le Festival de Lorient ou d'autres comme ça, Celtica en Italie du Nord ou Antine en Belgique, etc., ou l'Athènes en Suisse, etc., etc. Bon, il y en a beaucoup. Et donc, évidemment, c'est une possibilité pour nous de rencontrer nos lecteurs, d'aller au-devant de tout ce petit monde, et puis également d'être en contact avec les festivaliers et avec les artistes aussi. Bon, donc ça, c'est notre milieu naturel. Mais le fantastique, si vous voulez, c'est un peu à la frontière de deux choses différentes. Oui, le fantastique mord un peu sur la matière celtique, c'est vrai, ou s'en inspire tout au moins un peu, mais enfin il n'y a pas que ça. Il y a un large pan du fantastique qui est basé sur des données qui sont purement imaginaires et qui n'ont rien à voir avec un fondement traditionnel ou avec un fondement culturel ancien, avec une tradition, disons. Donc, en général, c'est pas notre public. Ou alors, relativement peu, sont des gens qui vont plutôt là pour trouver des livres sur les fées, sur de beaux ouvrages ou des petites statuettes de fées, etc., etc. Des elfes, des choses comme ça. Bon, très bien. Alors c'est vrai que ça mord un peu sur la matière celtique, mais enfin, c'est pas ces personnes-là qui, a priori, vont avoir une démarche culturelle approfondie dans le sens celtique. Et puis là, curieusement, alors que cette année, nous étions en perte de vitesse sur l'ensemble des festivals, puisque sur l'ensemble des festivals qu'on a fait, on en a fait une soixantaine, on était à 30 à 50% de moins que les autres années. Ça, c'est l'effet de la crise, indéniablement. Tout à coup, voilà que ce festival du fantastique fait qu'il y a une ruée sur Keltia,
Et beaucoup de lecteurs sont venus nous trouver en disant « Ah, mais joli Keltia, ah, j'étais abonné à Keltia, je ne le suis plus depuis 2 ans, bah tiens, c'est l'occasion de me réabonner, j'avais oublié, j'étais flemmard, j'avais pas fait, je vais me réabonner sur le stand, etc., etc. » Ou « Ah oui, on trouvait Keltia, mais on a du mal à le trouver maintenant dans mon coin, bah, là je suis content de le retrouver, j'achète tous les numéros en retard, etc., etc. » Et ça, c'est évidemment agréable, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas là où on s'attendait à une telle chose. Voilà, alors on est très content. Et c'est quel type de public? Oh, c'est un public jeune. Mais justement, on réunit beaucoup de publics. Vous savez, ça, il faut peut-être le dire. Pourquoi Keltia est né? C'est important. Keltia est né parce que il existait des lectorats très différents les uns des autres, qui ne se côtoyaient jamais, qui s'ignoraient totalement, et qui ne s'intéressaient absolument pas les uns aux autres. Il n'y avait aucune passerelle entre ces lectorats. Vous aviez des gens qui ne s'occupaient que d'archéologie, de muséologie. Pour eux, les Celtes, c'était quelque chose de formidable, mais ça s'était arrêté au lendemain de la guerre des Gaules. Et ça ne se trouvait que dans les vitrines de musées, uniquement. Bon. Matière morte, passionnante, intéressante, mais morte. Vous aviez d'autres personnes qui s'intéressaient à la matière celtique, avec la musique, les fest-noz, les rassemblements autour de la danse, du chant, etc., etc., avec le chouchen, les crêpes, etc. Donc, quelque chose de très vivant, très contemporain, mais aucun ancrage dans l'histoire, une amnésie totale, ne sachant absolument pas d'où ils venaient, ni ce qui s'était passé, ni quoi que ce soit de leurs racines. C'était de l'instantané, c'était du vécu, comme cela. Et puis, ces gens-là n'auraient jamais, pour rien au monde, été visiter un musée. Ça ne les intéressait absolument pas. Pour eux, c'était très désagréable, c'était austère, ça n'avait aucun intérêt. D'ailleurs, ils ne lisaient jamais d'ouvrages d'archéologie, ça ne les intéressait pas. Et puis vous aviez encore d'autres gens qui, un troisième type de lectorat, qui se passionnaient pour ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les terroirs, les traditions de terroirs, le légendaire, la musique populaire, les survivances, etc., etc. Et vous aviez d'autres scientifiques aussi, qui étaient ceux qui s'occupaient de la toponymie. Alors, les noms de lieux, nos rivières portent des noms d'origine celtique. Pourquoi? Nos villes, nos villages portent du nom d'origine celtique. Pourquoi? Etc., etc. Bon. Et ces gens-là, finalement, étaient dans leur petite tour d'ivoire, intéressante, apportant une contribution générale à la connaissance, mais ne fréquentant pas les autres milieux. Et c'était très difficile, parce que une culture, c'est un tout. Une culture, c'est quelque chose qui ne se fragmente pas. Ce ne sont pas des gens qui se tournent le dos les uns aux autres. Oh, mais au contraire, ce sont des gens qui sont ouverts les uns aux autres. Et c'est la seule façon pour qu'une culture non seulement soit vivante, mais sache d'où elle vient. Et se prépare, se confectionne un avenir, évidemment. Et on n'en était pas là, justement. Donc, j'allais dire Zorro est arrivé. Zorro n'est pas arrivé, mais le besoin existait en tout cas. Le besoin existait parce que tous ces secteurs-là s'étaient développés au fil des décennies, mais en s'ignorant. Le moment était venu où il fallait quelque chose qui fasse la synthèse de tout et qui réconcilie tous ces lecteurs ensemble. Et au début, croyez-moi, nous n'avons pas été compris par tout le monde, parce que ça a été difficile. Et vous savez, les plus réfractaires, c'était les scientifiques. Les scientifiques qui hésitaient à se commettre avec des gens qui s'occupaient de festivals ou de légendes ou de choses comme ça, etc., etc. Et puis maintenant, ils sont là, les scientifiques. Ils contribuent, les scientifiques. Ils sont même très actifs avec nous. Et ces scientifiques-là, ils ont pris conscience que finalement, l'aventure continue. Elle ne s'est pas arrêtée en 51 avant Jésus-Christ. Donc, ça, c'est intéressant de les voir maintenant se dire que, eh bien, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui vivent leur celticité au présent, sans faire d'ombre à personne. Et ça, c'est bien. Et des gens qui transmettent, comme vous. Et des gens qui transmettent, oui, absolument. Et donc ces scientifiques maintenant ont une autre approche. Alors je ne vous dirai pas que ça touche la totalité des archéologues, mais ils sont de plus en plus nombreux. Alors des linguistes, des archéologues, des gens qui s'occupent des mythologues, etc., etc., sont de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, ils sont si nombreux que ils apportent, si vous voulez, une valeur ajoutée à Keltia, parce qu'il est évident que ces gens-là permettent
d'avoir donc une réflexion extrêmement approfondie, extrêmement intéressante sur des questions. Et grâce à la formule que nous avons choisie, ces thèmes-là peuvent être compris de l'ensemble de notre lectorat, même si ce sont des gens, certains de nos lecteurs, qui ne s'intéressaient pas à ces matières-là parce qu'ils les trouvaient trop austères avant. Avec Keltia, où on s'efforce d'imposer aux auteurs de synthétiser leurs propos, d'avoir une présentation qui donne envie de lire, eh bien, ça n'est pas austère. Ça cesse d'être austère. Ça, c'est très important. Oui, parce qu'il y a une intégration de très belles images. Enfin, c'est vraiment voilà. Alors, des photos, des images. Ça n'est absolument pas farfelu, ça n'est absolument pas superficiel, je dois dire, mais ça n'est pas non plus austère. Voilà. Tout à fait. On retrouve là un dossier sur l'origine des Celtes, d'où et comment sont-ils arrivés, la longue marche des Celtes. Qui est due au plus grand spécialiste français en matière d'archéologie celtique, le professeur Venceslas Kruta. Avec qui vous avez suivi les cours dans le cadre des hautes études. Voilà, j'étais son élève pendant plusieurs années, oui, tout à fait, il y a bien longtemps. Et alors, où est-ce qu'on la retrouve, cette revue? Effectivement, vous disiez, enfin, certains se plaignent de ne pas la trouver facilement. Bon, pourtant, j'imagine qu'on la trouve sur Internet. Oui, alors sur Internet, il n'y a aucun problème, évidemment. Bon, donc, keltia-magazine.com, ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la découvrir sous une forme numérique, ou vous pouvez la commander sous la forme papier, bien sûr, ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous pouvez aussi, la trouver en librairie. Nous avons 3000 points de vente en France. Ça paraît beaucoup, mais sur la trentaine de milliers qui existent, c'est pas tant que ça, finalement. Et puis je dois dire que nous ne sommes pas toujours bien exposés, parce que la culture celtique n'intéresse pas tout le monde, et les gens ne savent pas dans quelle catégorie nous classer. Alors ils ne savent pas, je me rappelle d'une époque où nous étions dans les linéaires histoire. Alors on trouvait Keltia entre 39-45 et Napoléon Ier. Bon. Donc c'est pas là qu'on penserait le trouver. Alors finalement on avait essayé d'autres choses. Alors vous voyez, pour la petite histoire, quand ce numéro sur le roi Arthur est sorti, vous savez où on nous trouvait? Un procédure, j'avais dit. Oui, bien sûr, non, mais chez les libraires, dans les maisons de la presse. Et bien, on nous trouvait avec les programmes TV. Voilà, parce qu'il y a Alexandre Astier qui est là, etc. Le numéro suivant était consacré à la femme celte. Alors, il y avait une jolie demoiselle qui était en couverture, et quand on allait dans les maisons de la presse, où était-il? Eh bien, il était entre gala et closer. Voilà, alors, c'est un gros problème. Remarquez, ça permet de focaliser peut-être des personnes qui sont pas du tout ouvertes. Ceci pour vous dire qu'il faut quand même chercher pour trouver. Parce il y a une quête. Oui, il y a une quête. Oui, mais il y a une façon plus simple. Je vais vous donner un petit secret. Vous allez sur notre site et là vous avez une page qui vous dit où trouver Keltia. Vous tapez et toc, ça vous donnera, si vous donnez votre avenue, votre rue, etc. ou votre localité, ça vous donnera le dépôt de presse le plus proche où se trouve Keltia. Magie du monde moderne. Voilà. Alors vous avez écrit beaucoup d'ouvrages aussi. Alors je cite parce que j'ai plus tout à fait la mémoire. Donc depuis déjà 1976, les Celtocites, c'est ça on dit? Oui, les Celtocites. L'Inde du Sud en 79, Keltia, le légendaire européen en 1991. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, Keltia? Keltia, c'est les Celtes appelaient l'ensemble de leur pays, au-delà de leur division tribale, Keltia, c'est-à-dire, et c'est encore dans toutes les langues compréhensibles, parce que par exemple, je participe souvent à des congrès scientifiques en Galice, donc en Espagne, où ils sont très sensibles à la matière celtique, et donc pour eux, Keltia, c'est tout à fait explicite. En Italie du Nord, c'est pareil, Keltia, c'est explicite. Vous allez, je sais pas, dans des pays francophones, bon, Keltia, enfin, pour les gens qui s'occupent de culture celtique, Keltia, c'est le monde celtique, etc., etc. Vous allez en Angleterre, Keltia, c'est le monde celtique aussi, etc. Donc là, il n'y a pas besoin de traduction, si vous voulez. Alors que si on disait Celti, ça c'est en français, mais après il faudrait le traduire dans d'autres langues. Alors donc évidemment, on se coupe peut-être d'un public qui, ne sachant pas ce que c'est, culture, qu'est-ce que ça, ne connaît pas. Mais en même temps, on s'adresse à des gens qui s'intéressent à la culture celtique a priori. Donc, il y a quand même des images qui peuvent attirer. Alors, oui. Certes, on a eu
dire des filmographies un petit peu, je ne sais pas si on peut parler de films qui sont pas vraiment en lien avec la tradition, enfin qui peuvent amener à et rappeler ce genre d'images à travers les Harry Potter, enfin toutes les choses un peu actuelles qui se font sur ces thèmes-là. Et donc par les images, peut-être le public qui d'habitude ne viendrait pas à vous va d'ailleurs être interpellé. Il y a un titre au-dessus en exergue, on a les mondes celtes. Ouais. Bon voilà, comme ça les mondes celtes, c'est peut-être plus explicite encore. Voilà. Alors, vous avez écrit aussi La pierre de souveraineté, la pierre de Scone au regard de la mythologie celtique, en 1998, Chronologie celtique des origines à nos jours en 2001, et votre dernier ouvrage, dont vous allez peut-être nous parler un peu plus précisément, qui s'appelle Les peuples fondateurs à l'origine de la Gaule. Oui, c'est un sujet qui me taraudait depuis au moins 3 décennies, parce que en travaillant cette matière celtique, que ce soit sur le plan archéologique ou ce dont nous avons parlé, les survivances populaires, etc., je me rendais compte que finalement on se heurtait à un gros problème, c'est le fait que les ouvrages qui existent sont de 2 natures. Ou bien c'est un survol général du monde celtique ou gaulois en ce qui concerne la France, enfin bon, mais disons celtique au sens large, c'est un survol général qui, faute de place ou faute d'intérêt des auteurs, ne pénètre pas profondément dans les terroirs, si vous voulez, ou bien alors c'est le défaut inverse, c'est-à-dire que ce sont des érudits locaux qui travaillent sur leur petit coin de terre et puis qui se désintéressent totalement de l'ensemble. Or, le monde celtique constitue un tout, nous en avons déjà beaucoup parlé dans l'heure qui précède, constitue un tout avec des thèmes qu'on pourrait qualifier de pan-celtiques, en cela qu'ils étaient communs à tous les peuples celtes. Et donc, c'est une civilisation homogène, parce que à défaut de structure étatique commune, cette civilisation avait énormément de cohésion, finalement, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan linguistique, puisqu'il n'y a que 2 branches fondamentales au niveau de la langue, que ce soit sur le plan des artefacts, des modes, etc., des niveaux de civilisation, de la circulation des biens, de l'art aussi. L'art celtique est tout à fait reconnaissable et identifiable tout de suite du premier coup. Donc, c'était une civilisation homogène, beaucoup plus homogène qu'on le pense. Et donc, on ne peut pas aborder le monde celtique en faisant abstraction de cela. Le monde celtique ne s'étudie pas du point de vue d'un terroir de 500 km² seulement. C'est un ensemble considérable. Alors, il s'avère que on a beaucoup glosé sur l'idée de Gaule, la Gaule par-ci, la Gaule par-là, la Gaule existait, la Gaule n'existait pas, c'est César qui l'a inventé, non, c'est pas César qui l'a inventé, elle existait avant, bref, peu importe. Au-delà de ces disputes, de ces querelles, qui sont souvent d'ailleurs des effets de mode aussi, ça joue un grand rôle. Au-delà de cela, il y a quelque chose de très intéressant qui n'avait jamais été fait, c'est qu'étaient tous ces peuples, dont on dit qu'ils ont engendré la Gaule finalement, mais ces peuples qui survivent encore à travers bien des choses aujourd'hui, et qui expliquent tous ces pays au sens des pagis anciens, tous ces terroirs qui constituent nos pays, enfin qui constituent nos pays au sens large cette fois-ci, qui constituent donc l'Hexagone, voire les États voisins, et c'est tout à fait passionnant parce que vous avez un ensemble, ne prenons que le cas de la seule France, par exemple la France hexagonale, ne prenons pas la périphérie, les États périphériques, nous avons exactement 263 peuples qui sont à l'origine de la Gaule. Ce sont les peuples fondateurs. Pourquoi fondateurs? Parce que ils ont fondé les lieux d'habitation, si vous voulez, les lieux de rassemblement qui sont toujours nos villages et nos villes. Ils leur ont donné bien souvent leur nom. Limoges vient des Limovis, Paris vient des Parisis, etc., etc. Orléans vient du clan Carnut des Aureliani, etc., etc. Et tout est comme ça. Toute la France entière est comme ça. Bon. Donc,
ces gens donc ont fondé ces localités. Alors là, pendant très longtemps, on ne le savait pas. Hein, attention, j'expliquais tout à l'heure qu'on met au jour des localités dont on ne soupçonnait même pas l'existence, des localités antérieures à Rome dont on ne soupçonnait pas l'existence avant. Donc ces gens-là sont des fondateurs. Ils sont des fondateurs de localités, ils sont les fondateurs de la toponymie qui explique les noms de nos rivières, de nos localités, etc. Mais plus encore, ils sont fondateurs de micro-espaces qui sont devenus façonnés par eux, sont devenus homogènes, sont devenus des petits territoires qui ont perduré, qui sont toujours là, Quand on parle du Morvan, c'est une entité. Quand on parle du Boulonnais, c'est une entité. Etc. Quand on parle du Trégor, c'est une entité. Quand on parle du Pays de Caux, c'est une entité, etc., etc. Et donc tous ces terroirs, et je dis bien tous ces terroirs sans exception, correspondent à des limites tribales, celtes. Et sur tous ces terroirs, vous avez des chefs-lieux qui sont des fondations celtiques et un réseau de localités qui ont été fondées par ces populations-là. Donc c'est en cela qu'ils sont fondateurs. Ils n'ont pas seulement laissé leur nom, ils ont laissé leur marque indélébile et aussi ils ont développé en harmonie avec les cultures finalement qu'il y avait sur leur terroir, la mise en valeur de ces terroirs, ils ont développé des spécialités peut-être de diverses natures, mais qui sont surtout et avant tout des spécialités gastronomiques, qui ont perduré également. Donc c'est important. Alors, quelques exemples, mais parmi les moins connus, tenez, parce que si je vous parle de Paris, les Parisis, ça, bon, bien sûr, tout le monde connaît. Quelques exemples beaucoup moins connus, qui vont nous faire pénétrer dans des petits terroirs dont on ne parle jamais. Bormes-les-Mimosas. Pourquoi Bormes-les-Mimosas? Les Mimosas, certes, mais pourquoi Bormes? Bon, la tribu des Bormani, dont c'était la capitale. Les gorges du Verdon. Pourquoi les gorges du Verdon? La tribu des Verdounis, qui vivaient sur les deux rives du Verdon. À ne pas confondre avec le Verdunois, autour de Verdun, qui étaient les Vérodunis, et ainsi de suite. Vous voyez à quel point la permanence est là. On n'étudie pas une matière morte, on n'étudie pas une matière ancienne en s'intéressant à cette question-là. On a les clés pour comprendre une transmission qui, bien sûr, nous mène au Moyen-Âge, mais continue. L'aventure continue, malgré toutes les transformations de population, transformations de religion, transformations technologiques, etc., etc., il y a une permanence. Il y a une permanence qui s'est établie, qui est là, et qui traverse le temps, et c'est cela qui fait le charme des choses, c'est cela qui donne la personnalité à ces lieux, finalement. Alors, en le sachant, en le comprenant, on ne voit plus les choses de la même façon. C'est une mémoire. C'est une mémoire donc qu'on retrouve, je rappelle le titre, Les peuples fondateurs à l'origine de la Gaule. Et où est-ce qu'on le trouve cet ouvrage? Sur votre site, je suppose? Oui, on peut bien sûr le trouver sur le site, on peut le trouver à la librairie du musée du Louvre, on peut le trouver dans beaucoup d'endroits. Alors évidemment, directement sur Internet, vous avez la Fnac.com, vous avez tout ça. Enfin bon, bref, tous les réseaux habituels, les circuits habituels, il suffit de taper le titre et il apparaîtra. Puis on peut le trouver chez l'éditeur, qui est un éditeur breton qui s'appelle Joren & Banner aussi. Voilà. Et pour les Parisiens, enfin proches parisiens, vous allez, je crois, aussi vous rendre au Salon de l'Histoire de Pontoise. Oui. Le 16 et 17 novembre, je crois. Donc vous allez avoir un stand, on va retrouver toutes vos revues, tous vos ouvrages. Pontoise a lieu en avril et en novembre, et nous sommes toujours présents. Voilà, nous avons toujours un grand stand qui est là pour vous accueillir, bien sûr, avec plaisir. Alors, je n'y serai peut-être pas, mais il y a, encore une fois, nous sommes toute une équipe de gens, des bénévoles, et vous trouverez là des gens, des amis qui se feront une joie de vous accueillir, voilà. Bien. Est-ce que vous auriez envie de nous dire, je sais pas, un dernier mot avant qu'on se quitte Écoutez, nous avons là survolé un certain nombre de choses dont certaines sont peut-être déjà bien connues du public, mais d'autres peut-être un peu moins. Je voulais simplement vous dire que ça n'est pas exhaustif. Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être abordées, et pourquoi pas la matière arthurienne,
Et pourquoi pas aussi, alors un thème tout à fait médiéval également, l'origine des comtés. Comment la structure en comté est apparue, d'où elle vient, quelles sont ses origines véritables et ses survivances. C'est d'autant plus intéressant que il y a souvent une erreur d'interprétation qui est faite, c'est-à-dire qu'on met la charrue avant le bœuf, on considère que c'est finalement le féodalisme qui a engendré les comtés, n'est-ce pas, les comtes, enfin les structures du temps, et alors en réalité c'est l'inverse. C'est l'inverse, et peut-être qu'un jour on pourra voir pourquoi. Avec grand plaisir, en tout cas. Hein, vous êtes intarissable sur beaucoup de sujets et j'espère justement qu'on aura le plaisir de vous recevoir et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, qui sait, sur tous ces thèmes qui sont finalement, qui traversent le temps, comme vous disiez, qui traversent le siècle, donc le Moyen-Âge, mais qui continuent de perdurer grâce à votre revue, grâce aussi à différents artistes, enfin différents... beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes, oui, qui font perdurer la tradition vivante, finalement, et c'est ce qui vous motive aussi. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup, Fabien Régnier, et puis au grand plaisir de tous vous retrouver pour une nouvelle émission de Renouveau Médiéval. Et merci à nos charmantes techniciennes aujourd'hui, Marie et Jalila, que l'on retrouvera certainement d'autres occasions. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.